mars 1986, Ray Cox se dirige vers son centre anti-cancer pour une séance de radiothérapie. Et hélas, il subira un surdosage massif qui lui sera fatal après quelques mois. Littéralement, il est tué par un bug logiciel. Comme le dit le titre de la conférence, le premier bug il date de 1843. Ada Lovelace, c'était une mathématicienne, une autrice et surtout c'est la toute première développeuse, la toute première personne à avoir développé. Et en 1843, elle publie la traduction d'un papier sur la machine de Babbage. Elle rajoute beaucoup de notes, d'explications, de schémas. Elle rajoute 3 fois plus de contenu que le papier original. Et dans ce qu'elle ajoute, il y a la note G. La note G, c'est le tout premier programme pour une machine qui n'existe pas encore. Et on s'est rendu compte, en portant le code de la note G dans des langages plus modernes, qu'en fait, ça ne marche pas. Tout simplement parce qu'ici, ligne 4, il y a un bug. On a interverti 2 variables. Alors que le commentaire qui décrit l'algorithme juste à droite du code, lui, il est bon. Je trouve ça génial parce que ça prouve 2 choses. La première, c'est que c'est bien du code, parce que le code en lui-même porte de l'information. C'est pas juste une description d'un algo. Et la deuxième chose, c'est que comme aujourd'hui, en fait, il faut se méfier des commentaires. Les commentaires sont pas toujours à jour, ne collent pas toujours au code. Ça peut être piégeux. Et déjà à l'époque. Heureusement, ce premier bug, il n'a pas fait de mal. Il a tué ou blessé personne. Et du coup, je reviens au Terac 25. Cet appareil de radiothérapie qui, en tout, a tué 6 personnes. On a blessé des dizaines. Le Terac 25, c'est un accélérateur linéaire qui a 2 modes de fonctionnement. Un mode électron qui va traiter les cellules cancéreuses en surface. Quand je dis traiter, ça veut dire détruire par rayonnement. Et un mode rayon X qui va traiter en profondeur. Pour faire ça, on va avoir un rayonnement beaucoup plus fort qui va passer à travers une sorte de filtre qui va faire 2 choses. Il va changer ce rayonnement en rayon X pour pouvoir traiter donc en profondeur. Et il va réduire fortement le rayonnement qu'il y a eu en entrée pour avoir quelque chose de nominal par rapport à ce qui a été prescrit en fait. Il fait à peu près en entrée un rayonnement 100 fois plus fort que ce qu'on va avoir après pour le traitement. Ce qui nous amène à ce qui a tué Ray Cox. Ah, pardon, je vais trop vite. Autre innovation du Terac 25, et c'est là où ça nous intéresse, c'est qu'il est entièrement piloté par ordinateur, y compris certaines fonctionnalités de sécurité. Super idée, hein. Et donc le Terac 25, il est piloté par un PDP-11, c'est un mini-ordinateur. Donc selon la configuration, il faut imaginer une petite armoire ou un gros caisson de bureau. Ce Terac 25, il est piloté par... on y accède via une console. Une console, c'est pas juste une fenêtre sur votre ordinateur. À l'origine, c'est un clavier et un écran sans intelligence ou très peu, qui va parler à un ordinateur distant ou local. Le Minitel, c'est un terminal. Et donc, nous y voilà à ce message d'erreur malfunction 54 qui n'est pas documenté, qui ne doit pas être très grave puisqu'on peut continuer le traitement après. La machine se met seulement en pause. On va voir comment le reproduire et ensuite je vais vous expliquer comment ça peut tuer quelqu'un en fait. Hop. Donc, voici un simulateur de l'interface du Terac 25. Donc ce jour-là, tout simplement, l'opératrice prépare le traitement. C'est assez simple. On met le type de rayonnement, la puissance, on rentre les différents paramètres. Hop. C'est assez sympa parce que l'ordinateur permet de vérifier certains des paramètres pour vérifier que tout est nominal par rapport à ce qui a été prévu. Et on est parti, sauf que l'opératrice, elle a fait une erreur
par habitude, elle a mis en mode rayon X, parce que la plupart des gens étaient traités par rayon X et pas par mode électron. Donc elle édite tout simplement, hop, je change pour le mode E, et c'est parti. J'ai reproduit le bug. Hop. Donc le bug, il s'explique par, comme je te disais, il y a deux modes de fonctionnement. Pour passer d'un mode à un autre, il y a deux choses à faire. Il y a changer la puissance et mettre en place ce fameux filtre. Pour changer la puissance, en fait, il faut plusieurs secondes. Et du coup, il y a une sous-routine en charge de la puissance de l'appareil qui vérifie ce qui a été entré toutes les 8 secondes. Donc si vous éditez entre deux vérifications, vous vous retrouvez dans un mode intermédiaire. Vous pouvez soit sous-doser, soit ici surdoser. J'ai la puissance nécessaire pour le mode rayon X, mais je n'ai pas le filtre comme pour le mode électron. J'ai un mode du coup qui a un peu un mélange des deux, puisqu'en fait tout simplement c'est une race condition le bug qu'il y a derrière. Ce qui fait qu'on a réellement 100 fois plus fort que ce qui était prévu. Je ne vais pas donner de chiffres, mais en ordre d'idée, c'est plus que ce qu'ont reçu les liquidateurs à Tchernobyl. C'est quasiment un coup sûr le décès. Après, ça dépend de la partie du corps aussi qui a été traitée, en fait. Il y a des zones qui sont plus sensibles que d'autres aux radiations, et puis tout simplement, est-ce qu'on touche des organes vitaux ou pas. Donc ce bug, il a donc tué 6 personnes en tout, on a blessé des dizaines. C'est assez terrible. Ariane 5, si vous étiez à la keynote ce matin, vous savez déjà ce qui s'est passé pour le premier vol d'Ariane 5. Ariane 5, c'est un lanceur spatial lourd qui est une vraie réussite commerciale et technologique. Et particulièrement, Ariane 5 était réputé pour sa fiabilité. Le premier vol, il a duré moins de 40 secondes. Tout simplement parce qu'on a réutilisé des parties d'Ariane 4. Non seulement on a fait du copier-coller de code, mais surtout dans l'aérospatial, on n'aime pas trop changer les choses. On peut réutiliser déjà pour économiser, et puis on peut réutiliser parce que ça marchait déjà sur Ariane 4. Donc dans cet étage dédié à l'instrumentation, il y a ce qu'on appelle une centrale inertielle, ce qu'il y a dans toutes les fusées. Une centrale inertielle, en fait, c'est indispensable puisque ce sont des gyroscopes et accéléromètres qui permettent à la fusée de s'orienter et de se situer dans l'espace, puisque avec l'accélération, on peut en déduire la vitesse. Comme on connaît le point de départ, l'ordinateur central, il peut savoir exactement où se situe la fusée. Et donc, ce système qui était fait pour Ariane 4, ça ne marche pas du tout avec Ariane 5. On n'a pas voulu faire de nouveaux bancs de test avec les nouveaux paramètres de vol parce que ça aurait coûté de l'argent, donc on a préféré l'économiser. On se disait que ça marchait déjà. Le problème, c'est qu'Ariane 5 est beaucoup plus puissante qu'Ariane 4. Un seul des boosters d'Ariane 5, c'est plus puissant que la plus puissante des Ariane 4. Donc les paramètres ne sont pas du tout les mêmes et ça dépasse. En fait, les valeurs brutes, elles sont en float de 64 bits. À un moment, il y a une conversion vers un entier 16 bits signé. Donc un entier, quand ça dépasse, quand on lui met un chiffre trop grand, ce qui peut se passer, c'est qu'un peu comme un compteur de voiture, ça va revenir à zéro et on va avoir une valeur aberrante. Et en plus, ce qui est génial avec un nombre signé, c'est que le bit le plus significatif, c'est le signe. Donc non seulement le nombre ne veut plus rien dire, mais en plus il est négatif. En voyant ça, le système en charge de la centrale inertielle tombe en carafe, se dit « Ok, il y a un défaut ». Heureusement, l'ordinateur central peut compter sur un deuxième système qui est codé exactement de la même façon et qui tombe aussi en défaut. Du coup, la fusée pense qu'elle est dans une situation aberrante, essaye de corriger violemment, ce qui arrache un des boosters. Et du coup, on perd Ariane 5
avec son premier vol, et du coup, pour 350 millions de satellites, plus la fusée elle-même, plus la perte au niveau réputation, image de marque pour Ariane. C'était un peu compliqué. Et là, vous vous dites sûrement, ok, d'accord, moi je lance pas de fusée. J'espère pour vous que vous n'avez jamais tué quelqu'un à cause de votre code. Je vous le souhaite pas en tout cas, ça doit être assez terrible. Et moi dans la vie, ouais. Hop, ouais, non, avant de montrer l'exemple qui est un peu choquant aussi, tout simplement, moi par exemple, je fais du front, et si je fais des applications qui ne sont pas accessibles, ça veut dire qu'elles sont inaccessibles pour certaines personnes. Donc j'exclus des personnes. Même si vous ne faites pas de front, peut-être que vous avez des biais cognitifs que vous allez retransmettre dans votre code. Typiquement, un biais cognitif, ça peut être ou un biais raciste, ça peut être de se dire un nom de famille, ouais, ça prend une certaine taille. Je vais pouvoir faire un contrôle là-dessus, ou je vais lui allouer une certaine place dans la base de données ou dans le bac. Je vais peut-être faire des contrôles dessus. Sauf qu'un nom de famille, ça peut être une lettre ou deux, ou ça peut être très long. Et du coup, si on fait des contrôles avec ça en tête, avec un nom de famille un peu classique en tête, ça ne passe plus. Un peu plus choquant, l'IA renforce nos biais racistes ou les exprime plus fort. Ça, c'est une image qui a quelques années, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était Google Photos, c'est pas les seuls en plus, qui du coup confondaient les personnes noires avec des singes, des gorilles. C'est assez vexant. Et vous allez me dire, super, il y a plein de nouvelles confs là en ce moment sur l'IA et tout. L'IA, elle a beaucoup changé depuis, ils ont réglé le problème. Oui, ils ont réglé le problème. C'est assez facile. Moi, avec mon téléphone, en tout cas, j'arrive à reproduire. Euh, si je scanne un chien, mon téléphone va me dire, euh, c'est Google Lens hein, pour pas le citer. Il va me dire, ok, c'est un berger allemand, il va me dire la race et tout, super, il va l'identifier. Si je mets la photo d'un gorille, mon téléphone ne dit rien. Il préfère ne pas se tromper, ok. Donc bon, même chose sur tout ce qui est biais raciste qui s'exprime dans l'IA. Tout ce qui est reconnaissance faciale, c'est assez connu que ça marche beaucoup mieux quand vous ressemblez à moi. Quand vous n'êtes pas de couleur, peut y avoir aussi des tatouages tribaux. Il y a certaines ethnies en fait ont la tradition d'avoir des tatouages, y compris sur le visage. Ça foire complètement la reconnaissance faciale, typiquement pour déloquer votre téléphone, ce genre de choses. Donc voilà, c'est des choses assez graves et qui, même vous et moi, on peut faire des bugs qui excluent des personnes. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, en fait, c'est que les bugs et la non-qualité, ça coûte cher, c'est la première chose à laquelle on pense, mais aussi la non-qualité tue, blesse et exclut. Je laisse quelques secondes comme ça pour bien qu'on... Ça va bien, je vous ai pas trop miné le moral entre les trucs qui tuent des gens et ce message. Je pense que c'est vraiment important de se rappeler pourquoi on fait du logiciel. Tous et toutes, si vous êtes là, c'est que d'une façon ou d'une autre, vous participez à la création de logiciels. On le fait pour des personnes. Donc voilà. Je m'appelle Jean-François Greffier, je suis développeur front. Je m'intéresse au software craft et au test. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux avec mon handle JF Greffier. Et vous allez retrouver mes réseaux sociaux et puis des ressources liées à toutes les choses dont j'ai parlé dans ce talk sur ce petit QR code. Merci beaucoup.